Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Alternative en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Chaque semaine, avec des experts ou des personnalités, nous explorons l'actualité internationale, africaine, nationale, à travers un regard alternatif du continent via un prisme du Sud. Coup de projecteur aujourd'hui sur le 9e congrès panafricain tenu du 8 au 12 décembre dernier à Lomé, un congrès qui s'est imposé comme un moment décisif dans l'histoire du mouvement panafricain. Renouveau du panafricanisme et rôle de l'Afrique dans la réforme des institutions multilatérales, mobiliser les ressources et se réinventer pour agir, c'est sous cette thématique qu'il a réuni près d'1 million de participants, dirigeants politiques, universitaires, acteurs de la société civile, jeunes leaders aussi et représentants de la diaspora africaine autour d'un objectif central, repenser l'ambition collective du continent dans un ordre mondial en pleine mutation. Au cœur des échanges, c'est bien la nécessité d'un panafricanisme renouvelé, capable d'unifier les voix et de donner à l'Afrique une place plus influente au sein des institutions multilatérales qui a été défendue, et ce, comme une réponse stratégique aux enjeux géopolitiques, économiques, culturels actuels également. Les conclusions du Congrès ont donc ouvert un débat majeur sur la gouvernance continentale, la mobilisation des ressources et les moyens de faire entendre la voix africaine dans les réformes des institutions globales, mais pas seulement, puisqu'il a aussi été question de lutte contre le terrorisme, de criminalité transfrontalière et d'extrémisme violent. Aujourd'hui, c'est avec Monsieur Éric Degila, professeur de relations internationales au Geneva Graduate Institute, que nous allons en parler pour comprendre ce que ce rendez-vous panafricain signifie concrètement pour l'Afrique, sa diaspora et bien au-delà. Monsieur Éric Degila, bonjour et bienvenue dans Alternative. Bonjour madame, merci pour votre invitation. Alors on va pour commencer, si vous le voulez bien, vous demander de nous situer peut-être d'abord ce 9e congrès panafricain dans son contexte historique. Qu'est-ce qui le distingue notamment des précédentes éditions et notamment de celui d'Accra, il y a 8 ans? Je vous remercie pour votre question. Vous savez, l'histoire des congrès panafricains est une histoire d'abord de la mobilisation des peuples africains et des afrodescendants pour discuter des défis, des problèmes autour du continent, autour de ses filles et de ses fils. Le 9e congrès panafricain s'est démarqué par une approche multiscalaire et décentrée, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est une des toutes premières fois où l'Afrique et les afrodescendants se réunissent pour discuter non pas seulement des problèmes africains, mais aussi de la contribution de l'Afrique aux défis et enjeux globaux. Et de ce point de vue, je trouve que le 9e congrès panafricain de Lomé a offert la possibilité de mettre l'accent sur une entrée pleine de l'Afrique dans les affaires mondiales. Mon point ici est donc d'insister sur le fait qu'il ne s'est pas agi simplement de parler des problèmes africains, mais aussi de discuter de ce que concrètement le continent peut offrir dans la fabrique d'une nouvelle architecture multilatérale, dans un monde, vous l'avez dit, en pleine mutation, mais un monde où l'Afrique devient un acteur à part entière. Alors on va parler effectivement de cette nouvelle organisation architecturale dont vous venez de parler et de ce rôle à part entière aussi de l'Afrique, que l'Afrique a vocation à jouer aussi. Le thème retenu, renouveau du panafricanisme et réforme des institutions multilatérales, est très ambitieux. Comment cette double orientation a-t-elle été structurée et comment elle a mené les débats et les conclusions de ce congrès, de ce 9e congrès? Oui, alors je commencerai peut-être par l'approche globale. Ce que j'ai observé ayant eu le privilège de présider la commission 2 qui
s'est penché de façon spécifique sur la thématique générale du Congrès, c'est de voir comment aujourd'hui les différents acteurs qui portent la voix et qui portent l'engagement de l'Afrique sur la scène internationale ont la volonté de dépasser ce statut souvent situé, pour ne pas dire cantonné, dans une forme de position subalterne pour investir pleinement la scène mondiale. Et au fond, il s'agit pour l'Afrique d'être vu comme un acteur qui compte aussi et qui n'est pas simplement un acteur qui fait du décorum. Et donc, les discussions ont beaucoup porté sur des demandes très anciennes en réalité du continent. Je pense particulièrement au consensus des Oulouini et à la déclaration du Sirte, qui sont deux documents importants à travers lesquels le continent africain a demandé que il soit représenté avec au moins 2 sièges. Vous savez qu'aujourd'hui, l'Afrique n'est pas présente dans l'enceinte qui est le Conseil de sécurité de façon permanente. Donc, l'idée, c'était vraiment de rappeler cette volonté, en tout cas cette demande de l'Union africaine, des dirigeants africains, d'être assis à la table et de contribuer de façon continue aux décisions qui touchent à l'avenir de l'humanité. D'accord. Et cet aspect a été vraiment, si vous permettez, a été vraiment crucial parce que c'est aussi pour l'Afrique la manière de dire que désormais nous souhaitons, le continent souhaite, ses États, ses peuples derrière, être de véritables agents, pour parler un français inspiré de agency de l'anglais, donc des acteurs à part entière qui influencent aussi les grandes décisions et les grands débats qui ont lieu à l'échelle globale. Oui, et c'est vrai que lors de ces travaux, la réforme des institutions multilatérales a occupé une place centrale. Hein. Mais alors, quel changement concrètement, quels changements concrets les participants ont-ils proposé pour que l'Afrique, comme vous dites, pèse davantage dans les prises de décision, mais aussi peut-être et d'abord dans la représentation de l'Afrique dans les institutions aujourd'hui à l'international? Alors, je ne vous ferai pas de déclaration tonitruante, mais je pourrais tout de même mettre l'accent sur la décision vraiment consensuelle de tous les participants de créer un mécanisme qui renforce le dialogue infra-africain sur les sujets clés. Très concrètement, il a été proposé de mettre en place une structure de concertation pour un peu harmoniser les positions africaines dans les discussions globales, de sorte que l'Afrique puisse parler d'une seule voix. Vous savez, c'est un peu cette idée de toujours identifier le dénominateur commun pour le continent, parce que lorsqu'on est dans une scène mondiale qui est régentée par des acteurs clés, et plus que jamais aujourd'hui, on voit que les acteurs avisés ou à ambition hégémonique occupent toute la scène internationale. Pour l'Afrique, l'enjeu d'une certaine manière, de mutualiser les énergies, les intelligences est un enjeu clé. Donc, il a été décidé que un espace de concertation puisse être créé de sorte que, de façon systématique, sur les sujets clés, les pays africains se concertent pour, autant que faire se peut, dégager une position commune afin d'aller dans les enceintes de discussion de façon plus solide et de façon plus importante et essayer de faire bouger les lignes. Alors, Éric Desgila, vous parlez de mobiliser les énergies.
pour dégager une position commune. C'est vrai qu'il y a un volet important du thème concerné justement la mobilisation des ressources. Alors, qu'entend-on précisément par mobilisation des ressources ou des énergies, comme vous le disiez, dans ce cadre? Est-ce qu'il s'agit uniquement de ressources financières ou aussi humaines, mais aussi intellectuelles, autrement dit, des ressources propres à ce qu'on pourrait appeler l'autonomie stratégique de l'Afrique? Oui, tout à fait. Il s'agit un peu de tout cela parce que pour compter au niveau de la scène internationale, il faut évidemment des compétences, des intelligences. Il faut des ressources humaines capables d'accompagner les États, de nourrir la réflexion de chaque pays africain. On pense souvent, et à juste titre, aux ressources financières. Bien sûr, il en faut. D'ailleurs, on voit aujourd'hui comment, lorsque certains acteurs importants décident d'interrompre leur contribution au système multilatéral ou à des institutions spécialisées, cela a un impact très dommageable. Donc, bien sûr, mobiliser les ressources, rendre compte des ressources financières, mais aussi de ressources humaines et, je dirais, de ressources idéationnelles, en tout cas, de valoriser une certaine vision du monde et une certaine vision des biens communs de la perspective de l'Afrique, parce que longtemps, le champ des relations internationales et la praxis de ces relations internationales a été structuré selon une perspective mainstream, pour parler un mauvais français, une perspective dominante. Et aujourd'hui, l'enjeu pour l'Afrique, c'est aussi de faire valoir des contributions heuristiques, d'une certaine manière, à partir de l'expérience, à partir des épistémes, à partir des configurations africaines, de sorte que l'Afrique soit aussi un acteur qui contribue à la fabrique de cet ordre mondial qui se pluriversalise, parce qu'il faut quand même souligner cette tendance forte aujourd'hui, qui est que nous ne sommes plus dans un monde multipolaire euh, classique, nous tendons vers des regroupements où des espaces comme l'Union africaine ont un rôle clé à jouer. Et c'est dans cette perspective, je crois que les pays africains et les organisateurs du 9e congrès panafricain ont voulu mettre l'accent sur la mobilisation des ressources, qu'elles soient financières, humaines, conceptuelles, euh, pour, d'une certaine manière, Ouais. restructurer cette scène mondiale. Et dans cette restructuration, dans cette valorisation des expériences, dans cette mobilisation des ressources et des énergies, la diaspora africaine dont vous faites partie, Monsieur Éric Desgila, a été l'un des piliers de ce congrès. Selon vous, quelle est la contribution finalement qui est attendue de cette diaspora dans les stratégies du renouveau du panafricanisme tel qu'il a été voulu lors de ce 9e congrès? Écoutez, et ce n'est pas parce que je fais partie de la diaspora, mais je trouve que les organisateurs du 9e congrès africain, la République du Togo, l'Union africaine, ont bien fait de donner de la place à la diaspora africaine, au fond, dans la continuité de la décision qui a été prise par l'organisation continentale de faire de sa diaspora une sorte de 6e sous-région. C'est une décision historique. Et je vois là d'ailleurs une forme d'ingénierie en tant que politiste, donc ingénierie institutionnelle. Élever la diaspora comme une 6e sous-région, c'est une façon très très fine de donner de la place, mais surtout de permettre à ce que cette diaspora puisse contribuer de façon décisive à la fois sur le continent, dans chaque pays africain, mais aussi être un levier pour porter la position, la perspective africaine à l'échelle globale. Très concrètement, la diaspora peut contribuer
à des projets sous-régionaux, des projets nationaux, des projets continentaux. Et ce qui est intéressant ici, c'est que la diaspora est entendue de manière très, très globale. Pendant le congrès, on a vu la place très prépondérante de la diaspora des Caraïbes, par exemple, des Afro-descendants de par le monde qui sont venus à Lomé, qui sont venus vraiment dans un esprit de force de proposition, dans un esprit d'implication réelle. Et je crois que le fait d'avoir créé cet espace lors du 9e congrès panafricain a été un choix stratégique très pertinent parce que précisément ça a donné un élan à cette diaspora de s'investir davantage dans les défis, sur les sujets. Et vous savez que la diaspora africaine et afrodescendante est une diaspora très plurielle, très compétente, bien souvent très éduquée, qui peut apporter au-delà de remittances, au-delà du soutien financier qui est très classique, beaucoup de choses en termes de savoir, savoir-faire, d'expertise, d'expérience, de trajectoire. Et j'ai perçu vraiment une dynamique positive et un engouement certain de cette diaspora pour contribuer à la fois au développement du continent africain, mais aussi à la contribution de l'Afrique sur la scène mondiale. Alors, il y a aussi la jeunesse, puisque vous parliez de dynamique, d'élan, de restructuration, d'expertise et d'expérience. Plusieurs sessions ont mis la jeunesse et la société civile aussi au centre des débats lors de ce congrès. Comment est-ce que ces acteurs sont-ils envisagés comme moteurs de changement justement dans l'agenda pan-africain qui se redessine? Oui, la jeunesse est vraiment perçue comme le moteur du développement du continent, mais aussi de la contribution de l'Afrique à une nouvelle architecture mondiale. Et j'étais personnellement très heureux d'avoir pris part au 9e congrès panafricain avec un certain nombre de mes étudiants, anciens étudiants et étudiantes africains de la diaspora. Et c'est impressionnant comment cette jeunesse est créative, a beaucoup d'énergie, mais a aussi la conscience que désormais, elle a un rôle crucial à jouer sur le continent, non pas simplement en termes de critique sur les défis institutionnels de la civitas, mais aussi un rôle de force de proposition, un rôle de sentinelle. Et j'étais vraiment heureux de voir cette énergie, cette créativité qui appelle aussi tout de même les dirigeants africains à créer les conditions pour valoriser cette jeunesse africaine. Vous savez, nombreux, plusieurs de mes collègues dans les travaux sur les dynamiques démographiques mettent l'accent sur cette dividende démographique que constitue la jeunesse africaine. Mais il faut bien s'assurer que cette jeunesse bénéficie d'opportunités, opportunités professionnelles, bénéficie d'opportunités d'innovation, pour contribuer aussi au renouvellement de nos morphologies sociales. Alors, on va continuer de parler de ce renouvellement que vous venez de citer à l'instant, Monsieur Éric Desgila. Malgré les consensus, c'est vrai que le chemin vers une Afrique plus unifiée, ou une Afrique unifiée et influente, reste encore avec des défis. Quels sont, selon vous, les principaux obstacles à la mise en œuvre des recommandations de Lomé? Parce qu'il y a eu des recommandations. Oui,
je dirais, comme tout projet euh, de cette ampleur, le premier défi, c'est la division, c'est de perdre de vue le dénominateur commun, ce qui nous réunit. Et aujourd'hui, plus que jamais, vous observerez avec moi que la scène mondiale est fragmentée, il y a beaucoup de divisions, il y a beaucoup de euh, forme d'égoïsme, de repli sur soi, du nationalisme. Donc pour l'Afrique et pour ce panafricanisme qui se veut inclusif, euh, la solidarité est plus que jamais nécessaire parce que ce n'est que de cette manière que ensemble les pays africains pourront mutualiser leurs ressources et être un acteur qui compte. Parce que si on se laisse diviser, malheureusement, le panafricanisme ne sera qu'un vœu pieux. Il y a des exemples très encourageants sur le continent. Par exemple, sur les questions migratoires, euh, un pays comme le Maroc a mis en place ces dernières années des politiques euh, très panafricanistes, sens du terme, en donnant la possibilité aux citoyens qui le souhaitent de rester sur le territoire marocain et d'y vivre avec dignité, de s'intégrer dans euh, la société. Et donc, je vois quand même sur le continent une dynamique positive. Et je dirais que le véritable enjeu pour un panafricanisme au service des peuples africains, c'est de toujours garder à l'esprit ce dénominateur commun, cette solidarité qui est la pierre angulaire d'une doctrine panafricaniste constructive et impactante. Je vais rebondir, Monsieur Éric Desgila, sur cette solidarité dont vous parlez pour ce panafricanisme renouvelé et pour vous poser cette dernière question en lien avec l'émission alternative, précisément en quoi la vision, puisque vous parliez de vision tout à l'heure, en quoi la vision stratégique du Congrès pourrait peut-être être considérée justement comme une alternative crédible pour repenser la gouvernance en Afrique via cette solidarité, mais aussi la place de l'Afrique dans le monde. Est-ce qu'il y a des perspectives concrètes que vous voyez émerger, court et moyen terme? Oui. Alors, vous trouverez peut-être que je suis idéaliste, mais je crois que l'Afrique donne à voir, en tout cas dans cette vision panafricaniste, l'Afrique donne à voir l'importance de ce qui nous unit ou ce qui constitue un bien commun, un véritable bien commun. Euh, et au fond, c'est une question de perspective. Aujourd'hui, nous vivons des temps de repli, des temps où la force devient un peu le balancier, devient un peu la nouvelle grammaire des relations internationales. Mais on peut, en s'inspirant de philosophie africaine, décentrer la perspective et regarder le nous, c'est-à-dire ce qui nous unit tous, pas simplement les pays africains, mais en tant qu'humains. Et nous avons évidemment les grands défis autour du climat, de l'environnement, autour des injustices, qui doivent nous interpeller et nous permettre peut-être d'engager ce pas d'à côté, ce mouvement-là, cette stratégie de décentrement pour voir le bien fondé de remplir le panier ensemble pour utiliser une image africaine, de sorte que ce panier puisse permettre de nourrir tout le village.
Merci, merci infiniment, Éric Desgila, d'avoir été l'invité d'Alternative. J'ai beaucoup aimé votre dernière image, votre dernière métaphore par rapport au panier qui va nourrir le village, et notamment aussi votre formule de s'inspirer de la philosophie africaine pour décentrer la perspective. C'est vraiment très intéressant. Je vous remercie d'avoir été l'invité d'Alternative. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales au Geneva Graduate Institute et que vous étiez avec nous depuis Genève. Merci à vous. Merci pour votre invitation. C'est la fin d'Alternative. À la semaine prochaine.